parti. Rebonjour à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin avec moi pour parler de l'accord de confidentialité. Maintenant, je vais arrêter de l'appeler comme ça. Je vais dire simplement le NDA, donc le Non-Disclosure Agreement. Et surtout cette présentation pour vous présenter un peu le contrat en lui-même et pourquoi on pense, nous, chez Seed Legals, que c'est un outil incontournable dans un contexte de startup. Et donc, avant de commencer, comme je vous disais, quelques mots d'introduction déjà sur pourquoi ce webinaire existe, qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet d'avoir cette information précieuse, et donc quelques petits mots sur Seed Legals. Donc Seed Legals, c'est un produit, une plateforme SaaS qui permet aux startups et à ses fondateurs de digitaliser des opérations sur son capital. Donc en fait, on va générer de la documentation juridique de manière automatique sur des process assez complexes de levée de fonds, que ce soit la levée de fonds classique ou la levée de fonds plus agile en BSAR, mais aussi du partage de capital de votre société avec des salariés. Et ça peut aller aussi jusqu'à des contrats un peu plus business, comme, quelle surprise, le NDA, des contrats de prestation de services, voire même des contrats de travail. Donc c'est ce que le Seed Legals fait. L'éducation des fondateurs en particulier, c'est une valeur au cœur de ce que Seed Legals fait. On a vraiment à cœur que les fondateurs de startups apprennent et aient ce pouvoir, cette capacité de se débrouiller avec les enjeux juridiques de leur startup. Donc nous, leur fournir des outils et des contenus qui rendent le droit clair pour leurs besoins, c'est super important et c'est aussi pour ça qu'on a pensé à faire ce webinaire. Maintenant, il y a une autre question, c'est pourquoi c'est moi que vous avez devant vous, pourquoi je suis à la caméra. Donc moi, je m'appelle Charles, j'ai 26 ans, je suis Product and Dev spécialiste chez Seed Legals. Donc c'est un titre un peu spécial. Finalement, je pourrais résumer par dire que j'ai commencé en tant que juriste, ma carrière en tant que juriste. J'étais dans les biotechnologies en premier lieu. Après, j'ai eu une petite expérience en droit très corporate de secrétaire général à la Maïf, donc dans un assureur. Et après, j'ai pris la direction juridique d'une activité internationale, donc de ce même assureur, de la Maïf, qui lançait une activité internationale. Donc, j'étais le juriste de cette activité-là. Et il y a un peu moins d'un an, j'ai rejoint Seed Legals. Et juste pour vous donner un peu l'origine de pourquoi j'ai rejoint Seed Legals, pourquoi j'ai changé, et pourquoi c'est un rapport avec le fait que je vous présente aujourd'hui ce qu'est un NDA, c'est que donc dans ma assez courte finalement carrière de juriste, j'ai quand même géré beaucoup de contrats et notamment beaucoup de NDA, et c'est rapidement devenu assez répétitif comme tâche. Quand j'ai vu qu'une société me permettait d'aller et de rassembler tout ce que j'avais vu de mieux dans tous les NDA que j'avais vus et d'en faire un qui soit le plus complet possible, le plus ouvert à toutes les situations et le plus solide finalement juridiquement qu'on pouvait le faire, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Aujourd'hui, maintenant, je sais qu'il y a un NDA sur la plateforme et j'en aurai plus jamais à en refaire. Et ça, c'est quand même assez génial et c'est ce qu'on veut offrir aussi aux fondateurs, c'est cette tranquillité d'esprit. Et bon, au niveau du titre, donc j'ai commencé juriste. Aujourd'hui, je suis un peu plus sur une direction de product manager et développeur. Donc j'ai aussi participé à rédiger ce template du NDA qui va servir à beaucoup de monde et le coder aussi. Donc c'est d'où le titre. Donc aujourd'hui, on va parler de l'accord de confidentialité, le NDA. Donc juste en petit mot d'introduction, le NDA, c'est une base dans la boîte à outils juridique pour tout juriste, évidemment, mais aussi pour tout entrepreneur. En tout cas, c'est notre vision des choses, parce que l'entrepreneur, le fondateur, il va croiser un NDA. Il peut croiser un NDA à peu près à chaque étape de son parcours entrepreneurial. C'est forcément quelque chose qu'il va entendre ou voir et sans doute signer. C'est pas un contrat très compliqué. Je vais pas vous mentir. C'est pas un contrat très compliqué, que ce soit pour un juriste ou même pour un non-juriste. Il n'y a pas beaucoup de clauses à regarder. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser quand on en regarde un, quand on en signe un. Euh, En revanche, c'est vrai il y a quand même une certaine overdose d'informations. Quand vous allez regarder sur Google et que vous cherchez NDA gratuit, vous avez déjà énormément de contenu, énormément d'informations, mais aussi énormément de templates gratuites. Et donc, cette information pléthorique, elle peut très vite devenir chaotique devant tout ce contenu. Et ça peut très vite complexifier la lecture. Vous verrez du wording, des formulations juridiques qui seront un peu différentes dans toutes les templates que vous croiserez sur Google, quand vous faites une recherche. Là, nous, notre objectif, c'était de vous apporter aussi des clés de lecture pour quand vous recevez un NDA
et pour quand vous devez en rédiger un. Quand vous avez envie, quand vous vous dites, tiens, je vais communiquer avec un partenaire, je vais lui transmettre une information que je juge précieuse pour moi, je veux que ça soit fait en sécurité. Donc là, je m'emballe un petit peu, mais c'est en gros pourquoi cette conversation va être intéressante. On va juste rapidement revenir sur la définition d'un NDA. On va aussi utiliser cette définition pour le mettre dans son contexte. Vous allez voir que une définition d'un contrat, ça peut être très classique, mais une fois qu'on parle du contexte dans lequel l'utiliser, ça peut devenir bien plus clair. On va aussi faire un listing des clauses importantes. Donc les clauses que si jamais vous recevez un NDA, vous devez regarder, ou si jamais vous pensez à en faire un, vous devez penser à ces clauses-là. On va aussi voir un exemple, alors évidemment je vais prêcher ma paroisse, hein, de génération d'un NDA avec Seed Et tout mon point, ça sera de dire, bon, vous avez vu que tout ce que je viens de vous dire, on le prend en compte dans ce contrat, donc vous prenez pas plus la tête, allez sur Seed prenez à peu près 3 minutes de votre temps, et vous aurez un NDA à la fin que vous pourrez signer l'esprit tranquille. Et à la fin, donc, vous pourrez poser vos questions, et si on a le temps, je vous y répondrai. Si on n'a pas le temps, évidemment, vous pourrez me contacter sur LinkedIn sans souci, avec très grand plaisir. Alors, juste avant de commencer, vraiment, on n'a pas de chat aujourd'hui, je m'en excuse. On n'a qu'une section Q&A. Moi, elle est ouverte hein, sur le côté, je la vois en direct. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je verrai sur le moment si je réponds tout de suite ou si je réponds à la fin. Bon, vous voyez que je suis pas forcément super à l'aise avec l'exercice du webinaire. Moi, c'est mon premier, de passer 1 heure à discuter tout seul. C'est la première fois que je vais faire ça. N'hésitez pas aussi à utiliser la section Q&A pour me dire tu vas trop vite, tu vas trop lentement, arrête de bouger, ce genre de choses, j'essaierai de prendre en compte. Voilà. Et d'ailleurs, dans cet esprit, il faut que je me souvienne de temps en temps de m'arrêter pour respirer et de boire un coup, ce que je fais tout de suite. Et après, on commence. Voilà, excusez-moi, c'est parti. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints d'être avec nous. Alors, on va commencer par une définition extrêmement classique d'un NDA. Un NDA, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat par lequel une ou plusieurs parties, donc c'est les personnes qui vont signer ce contrat, recevant de l'information confidentielle d'une autre partie, s'engagent à ne pas la divulguer. En gros, vous signez un document juridique qui fait que vous, qui recevez de l'information confidentielle de votre partenaire, ou que votre partenaire qui reçoit votre information confidentielle, s'engage à ne pas diffuser auprès de tiers, sur Internet, ou que sais-je, cette information confidentielle. Donc, en termes de mécanique, c'est encore une fois extrêmement simple. On a une partie émettrice d'informations. Je vais partir le plus souvent dans mes exemples sur le fait que c'est vous, votre startup, que vous voulez protéger. Donc, c'est votre information que vous envoyez à une autre partie. Donc, il y a une partie émettrice qui est vous, qui envoyez vos informations. Il y a une partie qui va être réceptrice et donc qui va s'engager à certaines obligations de confidentialité pour vous assurer que l'information que vous souhaitez protéger va rester sécurisée, ne va pas être diffusée et va rester entre vous. Donc, si on parle de partie émettrice, partie réceptrice, il faut aussi préciser que c'est un contrat qui peut être unilatéral ou bilatéral. Ce que j'entends par là, c'est très simple, c'est vous pouvez signer un NDA avec une personne qui, elle seule, s'engage à maintenir vos informations comme confidentielles. Donc là, le cas le plus souvent, je vais y revenir, mais c'est par exemple, vous signez un NDA avec un stagiaire ou un alternant pour compléter sa convention. Vous signez un accord de confidentialité avec un consultant potentiel, avec un advisor qui va prendre votre capital. Donc il y a beaucoup de situations, mais le NDA peut être unilatéral. Il peut aussi, et c'est la très grande majorité des cas, être bilatéral, où vous vous engagez à garder l'information confidentielle de votre partenaire comme confidentielle, et votre partenaire s'engage à la réciproque, c'est-à-dire qu'il va aussi garder les informations que vous lui envoyez comme confidentielles. Donc ça, c'est une définition extrêmement générique. Là où je trouve que le NDA devient beaucoup plus clair, c'est quand il est mis dans son contexte. Déjà, la phrase par laquelle je voudrais commencer, c'est que, excusez-moi, il y a peu de situations où un NDA il est inutile ou contre-productif. C'est très souvent qu'on entend, en tout cas qu'on peut entendre, très bien, on peut discuter d'un partenariat, signons un NDA et parlons-en. Et cette phrase, je l'ai entendue extrêmement souvent, ça démontre aussi de l'intérêt d'un NDA, c'est celui de préparer un partenariat. En
fait, c'est vous signez un NDA, vous protégez l'information que vous allez échanger parce que vous savez que pour établir un contrat un peu plus global, un peu plus puissant, type un contrat de partenariat avec un fournisseur ou un partenaire pour un projet commun, une relation entre un fondateur et un investisseur, une relation entre vous et un prestataire technique. Il y a beaucoup de situations où vous devez avoir des échanges préparatoires à un partenariat un peu plus global, un peu plus puissant. Et ce NDA va donc être un avant-contrat, quelque chose que vous allez signer avant même de signer un contrat qui va générer des obligations, un projet commun, etc. Ce NDA va servir à vous permettre de lever le rideau sur certaines de vos informations que vous jugez cruciales pour susciter l'intérêt du partenariat sans perdre la maîtrise des informations. C'est-à-dire que c'est assez normal. Je vous donne l'image, par exemple, d'un garagiste. Vous allez chez le garagiste va jamais vous faire un devis pour réparer votre voiture s'il n'a pas ouvert le capot. Par exemple, vous n'allez pas dire à un garagiste, ma voiture fait un bruit bizarre, réparez-moi. Il va vous dire, oui, ok, ça va vous coûter 500 €, c'est les gens de culasse. Il va ouvrir le capot, il va voir ce qui ne va pas et il va vous définir un tarif. Je prends une image un peu plus exacte et un peu plus concrète. En tant que fondateur, vous avez donc un projet technique, et vous avez besoin d'un prestataire technique, type une agence de développeurs, pour améliorer votre produit ou pour simplement le réaliser, en tout cas pour ajouter des fonctionnalités sur quelque chose qui existe ou qui n'existe pas encore. Hop, je reviens. Là, généralement, le prestataire technique, il va vous dire très bien, mais pour vous donner ne serait-ce qu'un pricing, pour voir si le projet est faisable, il faut que je vois l'existant. Donc, il faut que j'ai accès à vos lignes de code, à votre site, à votre stratégie, à votre information, etc. Très bien. Et ça, c'est avant même de signer tout contrat. Et là, c'est là où le NDA est utile, c'est que vous n'avez pas forcément envie de partager quelque chose qui n'est pas encore protégé par un droit de propriété intellectuelle. Hein. Vous n'avez pas de brevet sur votre code. Ni même par un droit d'auteur, vous pouvez sereinement vous envoyer de l'information à votre prestataire avant même de signer un contrat de partenariat ou de prestation pour pouvoir lui donner les moyens d'envisager l'intérêt du partenariat, d'envisager la qualité du partenariat, sans perdre la maîtrise de vos informations. Il y a un second point sur lequel j'insisterai, sur pourquoi le NDA est aussi utile dans cette préparation d'un accord, c'est se prémunir de la fin précoce d'une négociation. Je pourrais reprendre l'exemple du prestataire technique, mais vous pouvez aussi vous imaginer d'autres exemples où vous commencez à évoquer l'éventualité d'un partenariat ou même d'un investissement, que sais-je, avec un interlocuteur, et finalement, vous lui envoyez toute l'information qui, lui, va lui permettre de juger, comme je vous disais, de l'intérêt du partenariat. Et à la fin, cet interlocuteur se rétracte et dit finalement, je ne suis pas intéressé, merci bien, au revoir. Si vous vous trouvez dans la situation où vous n'avez pas signé de NDA, qu'est-ce qui empêcherait cet interlocuteur de faire usage des informations qu'il a reçues? Il n'y avait aucun contexte juridique dans lequel vous lui avez envoyé des informations de manière sécurisée. Il peut donc utiliser l'information comme bon lui semble et vous avez perdu cette maîtrise. Et le NDA permet de se prémunir de cette situation-là où les négociations échouent, que vous avez envoyé de l'information. Le NDA va répondre à la question de qu'est-ce qui se passe, que fait-il de mes informations? Il y a aussi une situation assez courante où on veut tout simplement garder le secret sur la relation partenariale qu'on va essayer de mettre en place. Donc, on signe un NDA pour mettre de façon très claire, intégrer ça dans des obligations de confidentialité, que l'existence même d'un NDA ou d'une relation partenariale va devenir secret, va devoir rester secret. Enfin, pour toujours rester dans ces contextes les plus courants, il y a aussi le renforcement en tant que startup, on le voit aussi assez souvent, le renforcement des conventions de stage ou d'alternance, où il y a des clauses de confidentialité qui sont prévues dans ces conventions de stage, mais qui sont très souvent insuffisantes. Et donc ça, je peux vous donner l'exemple de mon premier stage, premier jour de ma vie de juriste. Premier stage, premier jour, première mission, c'était « Charles, il faut que tu rédiges ton NDA », donc l'NDA entre moi et la structure qui m'accueillait. Le constat, c'était que la clause de confidentialité de ma convention de stage était extrêmement insuffisante du point de vue de ma structure,
au regard de toute la sensibilité des informations que j'allais voir durant mon stage. Et alors, pour le contexte, j'étais à l'université de Limoges, donc ça sonne pas très sexy, mais effectivement, il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans les lasers. Et ces laboratoires-là peuvent être amenés à avoir des discussions partenariales, excusez-moi, avec des entreprises qui sont dans l'armement ou avec l'armée française directement. Et donc, effectivement, il y avait ce besoin de prévenir cette situation où je verrais de l'information qui est extrêmement sensible et donc de renforcer une clause de confidentialité d'une convention de stage qui était jugée extrêmement insuffisante. Donc, ça revient assez souvent aussi dans les startups où on sait les stagiaires, les alternants, c'est aussi une ressource extrêmement utilisée. Si vous avez de l'information que vous jugez et que vous avez tout à fait le droit de juger que vous, votre stratégie, votre information, votre code ou que sais-je, il est précieux et il est à maintenir secret, vous pouvez effectivement utiliser ce NDA dans ce cas-là. On voulait effectivement faire une phrase aussi pour nos amis fondateurs sur le timing d'utilisation du NDA. Alors c'est vrai que nous, à Legals, notre premier interlocuteur, c'est les fondateurs, et en deuxième position derrière eux, c'est les investisseurs. Et là-dessus, il y a effectivement quand même un conseil qui se dégage par rapport au NDA directement, c'est sur le timing d'utilisation de ce contrat-là. Dans la relation avec un investisseur, il faut faire attention à quand est-ce qu'on envoie un NDA, et notamment si on envoie un NDA au premier contact avec un investisseur potentiel, c'est extrêmement contre-productif. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cette situation, mais vous pouvez aussi vous imaginer que un investisseur, donc un VC ou un business angel, peut recevoir des dizaines de dossiers par jour. Et pour lui, il va assez rapidement faire un tri entre un dossier qui lui demande juste de regarder quelques slides de manière assez survolée, hein, avec pas des informations critiques dans les slides, mais ne serait-ce qu'une présentation de l'activité. Et il y a un potentiel investissement qui lui demande directement d'ouvrir des slides, mais aussi de signer un NDA. Donc ça peut être assez chronophage quand même, surtout quand on reçoit un NDA, c'est pas le même temps que quand on en écrit un, quand on édite une template, etc. C'est pas la même maîtrise des informations. Donc il y a quand même eu de bons témoignages qui sont assez massifs de envoyer un NDA au premier contact, c'est quand même très contre-productif. Et en tant que fondateur, votre objectif dans ce contexte-là, ça va quand même de rester flexible, de rester agile, d'établir un premier contact, d'établir un intérêt de l'investisseur pour votre société et pour un potentiel investissement. Et une fois que la discussion en est à OK, mais alors quel type d'investissement, à quel montant, à quel pourcentage du capital, là, vous pouvez effectivement lui envoyer un NDA à signature pour que lui puisse avoir toutes les informations dont il a besoin, dont des informations stratégiques, évidemment, pour se faire une décision. J'ai une slide un peu technique niveau juridique. Je ne vais pas y passer trop de temps et je ne vais pas rentrer dans le détail technique, parce que je sais qu'on a des experts dans la salle, hein, j'ai reconnu quelques noms. Non, je voulais simplement m'attarder sur la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un contrat? Parce que c'est aussi une question qu'on voit souvent. Il y a effectivement des dispositions, j'y arrive, dans le droit commun, donc hors tout contrat, qui vous permettent de penser que l'information stratégique de votre société, elle est protégée vis-à-vis de votre partenaire en tout moment. Et je voulais juste revenir sur cet état de fait et de le remettre un petit peu en cause sur, OK, d'accord, mais c'est quoi le risque? Donc, comme je vous disais, il y a certaines dispositions, dont le secret des affaires, donc c'est une nouveauté de 2016 quand même, qui donc va définir une information comme étant confidentielle et donc dont vos interlocuteurs doivent garder le secret, qui va vous apporter une première couche de protection. On a aussi une définition de l'information confidentielle dans le Code civil, qui va engager la responsabilité de celui qui divulgue sans votre autorisation des informations confidentielles obtenues à l'occasion de négociations. Donc ça, vous voyez que ça reprend un peu le contexte que je vous disais, c'est si vous envoyez des informations au cours d'une négociation, vos informations sont ne serait-ce que basiquement assez protégées par cet article du Code civil. Mais ce que je trouvais parmi mes recherches et d'expérience et au vu aussi des jugements qui ont été pris, c'est que ces dispositions, alors oui, elles offrent un minimum de sécurité, mais la réponse juridique qui va être apportée à une violation de la confidentialité du secret de votre information, elle est
assez insuffisante et surtout beaucoup trop complexe à faire jouer en cas de divulgation. Là, je vais vous dire une phrase que vous pouvez tout de suite oublier, c'est que si vous n'avez pas de contrat et que vous faites jouer le secret des affaires ou le code civil de l'information confidentielle, vous allez vouloir engager la responsabilité délictuelle de votre interlocuteur qui a diffusé l'information. Si vous avez un contrat, vous allez pouvoir engager la responsabilité contractuelle de votre contractant, de votre partenaire. Donc, si vous avez un NDA, la responsabilité n'est pas la même. La difficulté avec la responsabilité délictuelle, pardon, donc là où on n'a pas de contrat, pas de NDA, on se satisfait de ces dispositions, c'est qu'il faudra prouver que l'information elle rentre bien dans le champ de la définition du code civil ou du secret des affaires. Donc ça, c'est déjà un défi en lui-même et ça revient, selon la jurisprudence, assez rapidement à une appréciation du juge, donc extrêmement risquée, mais aussi encore plus complexe, ça va de manière exponentielle, il faut aussi prouver qu'il y a eu un préjudice et un lien de causalité clair entre la divulgation et le préjudice. Ça veut dire qu'il va falloir prouver que vous avez souffert de la divulgation d'une information confidentielle et que vous avez souffert en raison de cette divulgation. Et donc, dans un contexte d'entrepreneuriat, c'est assez dur de prouver que vous avez une perte de chiffre d'affaires, une perte d'opportunité parce que votre information a été potentiellement diffusée à un concurrent ou que sais-je sur Internet. Donc, c'est extrêmement dur à qualifier. Donc, vous imaginez extrêmement coûteux en termes de frais juridiques, de procédures. C'est pour ça que si la réponse revient à dire, et c'est ce que le secret des affaires, je vous l'ai mis ici, c'est ce que le secret des affaires aussi consacre, le NDA est un super élément de preuve de divulgation en violation d'un accord, c'est-à-dire que le secret des affaires consacre cet outil comme un élément objectif et probant de prouver qu'une information était confidentielle parce que vous l'avez définie dans l'accord et qu'il y a eu violation d'un accord parce que les obligations n'ont pas été respectées. Donc ça objective un petit peu toute cette situation. La réponse à cette question bonus, c'est effectivement à vos risques et périls, si vous vous en contentez. C'est pas impossible, mais on a aujourd'hui des outillages extrêmement simples, et je vais vous en reparler de NDA sur la plateforme CDGOLS. On a un outillage suffisamment simple, suffisamment accessible aujourd'hui pour limiter les risques. Maintenant, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais enchaîner. Je voulais vous parler des clauses importantes du NDA, donc un peu les clés de lecture que vous pourriez avoir en lisant un NDA que vous recevez, ou les clés de rédaction quand vous allez générer un NDA, quand vous allez vouloir en écrire. Donc, je vais vous citer juste 5 clauses. C'est la définition d'une information confidentielle, la définition du projet, la définition des parties, les obligations des parties et la durée du contrat. Si on commence par la définition de l'information confidentielle. Donc, dans un contrat, vous allez vouloir encadrer, définir un contour de certaines informations que vous allez envoyer à votre partenaire qui vont faire objet des obligations de confidentialité qu'on va aborder un peu plus tard. Donc l'enjeu de cette définition, alors, je dis définition, c'est pas par hasard, c'est que ça va se retrouver en tout début du contrat dans une partie qui s'appelle définition et qui va dire par information confidentielle, on entend. Alors là, on va parler de la rédaction. Mais alors les enjeux de cette définition, c'est qu'on aurait tendance à penser qu'une définition extrêmement large, et on en retrouve très souvent dans les templates que vous pouvez voir gratuitement sur Google, c'est une définition extrêmement large qui va reprendre en gros, comment vous dire ça en 3 mots, c'est tout échange de toute nature, quel que soit le support utilisé, envoyé à n'importe quel moment, etc. Point. Donc ça, c'est absolument tout ce qui s'échange entre vous et votre partenaire qui va être considéré comme une information confidentielle. Alors ça, c'est extrêmement contraignant parce que à côté de cette définition d'information, vous allez mettre des obligations. S'il y a certaines obligations qui contraignent votre partenaire à prendre des mesures de sécurité des informations qu'il reçoit, de stockage, etc., c'est super contraignant. Et ça peut aussi devenir inutilisable du fait de sa trop grande généralité. Et alors là, effectivement, on a vu des jugements où des clauses beaucoup trop larges comme celle-ci pouvaient devenir totalement inutilisables, dans le sens où ça devenait quasiment impossible de définir qu'une information était confidentielle ou non, et donc quasiment impossible pour la personne qui se sentait lésée par une divulgation d'une information qu'il avait communiquée, de prouver qu'elle rentrait dans cette définition. À l'inverse, la deuxième école, qui n'est pas forcément non plus meilleure, à mon sens, c'est d'avoir une définition trop précise.
Et donc, par définition trop précise, l'école inverse, c'est donc d'avoir une définition de l'information confidentielle qui dit sont définies comme confidentielles les informations listées ci-dessous. Et alors là, on fait une liste en bullet point de toutes les informations qu'on veut garder comme confidentielles. Là, la difficulté, c'est tout autre. C'est que, du coup, si on fait une liste qui va donc être exclusive, comment on anticipe l'intégralité au début quand on signe un NDA, quand on rédige un NDA, comment est-ce qu'on anticipe toutes les informations qu'on va potentiellement vouloir envoyer au partenaire, qui juge de l'intérêt, encore une fois, de ce partenariat. Comment se prévenir d'un oubli? C'est extrêmement restrictif comme rédaction. Donc, tout l'enjeu va être de trouver un équilibre entre ces définitions trop larges et trop précises. Et alors là, en termes de rédaction, ce qu'on peut vous apporter aussi comme élément de réponse à ces enjeux-là, ça va être de combiner plusieurs types de définitions, et notamment les deux types, la définition large et la définition précise, avec un champ assez général d'informations. Donc, on va recommencer une phrase type tout type d'informations envoyées selon n'importe quel support, etc. Mais aussi en rajoutant des éléments extrêmement objectifs, c'est-à-dire d'identification des documents, disant que sont inclus dans cette définition les éléments que vous avez marqués comme étant confidentiels. Et on va aussi englober cette définition de qu'est-ce qui n'est pas de l'information confidentielle. Et alors, je poursuis aussi par ce slide pour illustrer un peu mon propos. C'est que on imagine ces trois parties comme donc une définition qui doit englober un scope extrêmement précis, donc un élément assez fourre-tout qui est donc que j'ai illustré par le carré par le carré transparent qui est en arrière-plan, une bordure très simple, très objective qui va être illustrée par notamment du marquage comme confidentiel, et aussi qu'est-ce qui n'est pas la confidentialité qui va revenir préciser encore plus les contours de la confidentialité. Et donc je vous ai mis comme exemple information confidentielle, comme je vous disais, désigne des informations de toute nature, qu'elles soient échangées de façon orale ou écrite, quelle que soit leur forme, communiquées directement ou indirectement par la partie divulgatrice, donc c'est vous qui envoyez l'information, ou par un de ses représentants, on va y revenir, à la partie destinataire, celle qui reçoit l'information, ou un de ses représentants en relation avec le projet. En ce compris, mais sans s'illimiter, blablabla, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut rajouter, je vous montrerai un peu plus tard tout ce qu'on peut y mettre, mais toute information sur tout support ayant fait l'objet d'une déclaration expresse comme étant confidentielle par la partie divulgatrice, donc celle qui envoie l'information. Et ça, de manière extrêmement concrète, dans la réalité, ça va être quoi? Ça va être dans vos mails, vous écrivez confidentiel dans l'objet ou dans le corps du mail, même dans votre signature. Il y a certaines personnes qui ne s'embêtent pas, qui mettent à chaque fin de leur mail, dans leur partie de signature, cette mail est confidentielle. Pourquoi pas? Ça va être quand vous envoyez un Word, mettre un filigrane confidentiel, ça va être quand vous envoyez un PDF, mettre confidentiel dans le titre. Enfin, vous avez compris l'idée, c'est de mettre un marquage sur vos documents. Et après, comme je vous disais, on va aussi venir préciser ce scope en précisant aussi ce qui n'est pas confidentiel. Et donc là, on va rajouter des définitions négatives, donc ne sont pas considérées comme informations confidentielles et donc non soumis au présent accord. Les informations, là encore, je vous ai mis qu'un seul exemple, il y en a généralement pas mal, des informations qui seraient déjà légalement en possession du destinataire avant que vous les envoyiez. Avant de passer à la suite, vous voyez qu'il y a... Oui, alors je ne sais pas encore. Bonjour Lisa, je réponds à votre question. Est-ce qu'on aura accès aux slides à la fin du webinaire pour ces définitions? Oui, alors je ne sais pas comment, pour être tout à fait honnête, mais je me débrouillerai pour que vous ayez accès, oui. Même si je dois vous les envoyer personnellement, on se débrouillera. Juste cette définition, il y a plusieurs éléments que je vous ai pas encore introduits. C'est la partie représentant. Donc, qui est parrain de ces représentants? Qu'est-ce que ça veut dire? Et la partie en relation avec le projet. Alors, représentant, je laisse ça pour juste après. On va juste parler de la relation avec le projet. Et vous voyez que dans cette phrase, ça vient aussi participer à cet élément de bordure, d'objectivation. C'est-à-dire que la relation, le projet qui va vous lier avec le partenaire va aussi préciser le scope des informations qui sont échangées. Si cette information est en relation avec le projet, elle a beaucoup plus de chances d'être considérée comme confidentielle. D'ailleurs, cette définition dit qu'elle est confidentielle parce qu'elle est en relation avec le projet. C'est pour ça que la définition du projet, c'est aussi une clause extrêmement importante qui va vous permettre
de servir la définition de l'information confidentielle, mais aussi de réduire le droit d'utilisation de l'information. C'est-à-dire, OK, l'information que je vous envoie, elle est confidentielle. Est-ce que ça veut dire que tous les salariés de votre partenaire avec qui vous travaillez a un droit d'accès à cette information? Pas forcément. On prend un exemple extrêmement parlant. Vous avez un partenariat avec Facebook ou Google, félicitations. Vous avez un projet commun avec une très grosse boîte comme ça. Est-ce que vous pensez que l'intégralité des salariés de Google ou de Facebook a intérêt à voir l'information stratégique que vous allez communiquer dans le cadre du projet? Je pense pas. Il y a forcément un petit génie qui va aller piquer votre idée ou votre code pour lancer sa boîte de manière beaucoup plus rapide. Donc, la définition d'un projet, ça sert aussi à ça, réduire un peu le scope de qui a droit à l'accès à cette information. Donc, ça va, encore une fois, apporter des éléments de clarification sur la protection, alléger les communications informelles et hors projet. Alors là, pour illustrer ça, vous voyez que si une information diffusée est en relation avec le projet, elle sera considérée comme confidentielle. Si vous ne rajoutez pas en relation avec le projet, c'est-à-dire que si vous ouvrez la définition des informations confidentielles à l'ensemble, quand je dis bien l'ensemble, cette définition trop large dont on a parlé, c'est l'ensemble des échanges que vous avez avec votre partenaire. Potentiellement, juste, j'exagère exprès, mais si vous envoyez un mail à votre partenaire en disant « Bonjour, comment as-tu trouvé ton café ce matin ?» ça peut, enfin, dire juridiquement, ça peut être considéré comme une information confidentielle. Et donc, vous voyez que c'est absolument lunaire comme situation. Et donc, de clarifier que les informations transmises dans le cadre du projet sont confidentielles, de réduire ce scope au projet, ça peut devenir aussi utile pour alléger les esprits et rester quand même assez pertinent dans la sécurisation de vos informations. Et donc, comme je vous disais, déterminer aussi qui a l'accès à l'information. Et c'est l'exemple de rédaction que je voulais vous mettre, au-delà de vous dire comment on rédige bien définition de projet, parce que ça va aussi dépendre du projet en lui-même. Je voulais vous mettre un exemple où chacune des parties s'engage à ne communiquer les informations confidentielles qu'aux personnes qui ont nécessairement à les connaître dans le cadre du projet. Donc ça veut dire que les personnes qui travaillent pour votre partenaire, si c'est une société, n'auront accès à l'information que si elles sont amenées à travailler sur le projet. Donc c'est aussi comme ça qu'on réduit un peu, d'une certaine manière aussi, le risque. Le moins une personne a d'accès à l'information confidentielle, le moins il y a de risque de divulgation. On peut dire que le NDA réduit ce risque de divulgation, mais on ne peut pas dire qu'il l'annule. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un risque de divulgation. Le NDA réduit ce risque, oui, et vous apporte une réponse juridique plus ou moins facile à faire jouer. Mais en tout cas, ça n'annule pas le risque de divulgation. Le fait de réduire le scope de personnes qui y ont accès, ça réduit finalement le risque de divulgation. Dans ce même esprit, je vous ai dit tout à l'heure, et je vais y revenir, dans la définition de l'information confidentielle, que les informations rentraient, que les communications aux représentants, donc vous voyez une majuscule représentant de la partie destinataire, ici, là, de la partie destinataire, étaient inclus étaient attachés à ces obligations de confidentialité. Et je voulais revenir là-dessus à qui finalement est soumis aux obligations de confidentialité quand vous signez un NDA. Et par là, j'entends quelle attention vous devez porter à la définition des parties. Pour établir clairement qui porte l'obligation de secret au-delà de la personne signataire. Parce que quand on parle de partie au contrat, on pense à qui va signer le contrat finalement. Qui est engagé par le contrat. Donc qui va apparaître en première page, en mode bon, bah, c'est la société X qui va signer avec monsieur Y ou la société Y, donc c'est la société Y qui est engagée. D'accord, mais si la société Y a des salariés, a des employés, des consultants qui doivent travailler aussi sur le projet, est-ce qu'ils sont couverts par cette obligation de confidentialité? Et c'est là où, définition des parties, il peut y avoir des bonnes pratiques qui va vous permettre d'étendre le champ à ceux qui doivent être tenus par cette obligation de confidentialité. Donc, en droit, les contrats n'engagent que ceux qui les signent. Donc, étendre cette obligation aux représentants du co-contractant, de votre partenaire, et
c'est plutôt et plutôt que et ou forcer ce dernier à s'assurer du respect de la confidentialité par ses représentants, c'est donc clé pour vous assurer que monsieur Z, salarié de la société partenaire avec qui vous travaillez, est aussi tenu à la confidentialité, même si c'est pas lui qui a signé en son nom le contrat. Donc là-dessus, en termes de définition des parties, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, alors évidemment, on va parler de la partie signataire dans la comparution. Vous voyez, je vous ai mis un exemple. On a vous, votre société, là, dans cet exemple-là, c'est le Jardin de Charlotte, et votre partenaire, qui peut être une personne physique ou une personne morale. Là, du coup, la définition des parties, comme je l'entends, la partie destinataire, et étendre cette définition à ses salariés, c'est évidemment pertinent que si votre partenaire est une société, une personne morale. Donc, on va déjà définir la société en elle-même, votre société partenaire. On va aussi ajouter des éléments de définition que je vous montrerai plus tard pour couvrir un peu cette notion de filiale holding de votre partenaire, mais aussi à l'ensemble de ses salariés et consultants et à l'ensemble de des salariés et des consultants de ces filiales et holdings. Donc déjà, tout le monde est dans ce scope. Absolument tous les salariés de votre partenaire est dans le scope qui est concerné à la tenue secrète de vos informations confidentielles. Et après, comme je vous disais, une fois qu'on a un scope extrêmement large, la définition du projet va permettre de réduire le scope, dans le sens où, alors oui, tout le monde est couvert, absolument tout le monde chez le partenaire est couvert. En revanche, ceux qui ont accès à l'information, ce n'est que ceux qui ont besoin d'avoir accès à l'information. Voilà, et donc, pour conclure sur cette définition de la partie qui va recevoir votre information, on va finir en beauté en disant que c'est donc la partie au présent accord, donc c'est par exemple Junior Jedi Corp, un de ses représentants, donc représentant, on entend salarié, consultant, dirigeant, mandataire sous-traitant, ou un membre de son groupe, donc une filiale, une holding, qui obtient directement ou indirectement une information confidentielle. Donc c'est tous ceux qui reçoivent chez le partenaire sont couverts par cette obligation. Et donc ça, c'est très important d'avoir ce bon scope de qui est tenu par l'obligation de confidentialité quand on en envoie une à une adresse mail random de votre partenaire, donc un de ses salariés. Enfin, c'est l'avant-dernier point, les obligations des parties dans un NDA. Alors ça, on arrive un peu au cœur des obligations de confidentialité qui vont constituer le NDA. C'est donc définir les engagements de confidentialité eux-mêmes. Donc d'établir de manière claire, la plus exhaustive possible, ce que votre partenaire a le droit de faire et de ne pas faire avec vos informations confidentielles. Enfin, les informations que vous jugez confidentielles et donc qui sont intégrées dans cette définition. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail sur chacune des obligations, mais de manière extrêmement générale, on a évidemment, ça me semble évident, l'obligation de ne pas divulguer votre information, de ne pas la diffuser au public, de la diffuser à des tiers sans votre accord, etc. Il y a aussi, ça peut être très intéressant, certaines obligations de sécurisation de l'information. C'est-à-dire qu'au-delà de leur dire attention, ne parlez pas de ce que je vais vous parler, ne parlez pas de ce que je vais vous envoyer, il y a aussi attention, prenez des mesures pour faire en sorte que cette information ne soit pas divulguée au public. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient quand même une certaine présence d'esprit de s'organiser pour que même involontairement, l'information ne sorte pas de leur ordinateur, enfin de leur maîtrise à votre partenaire. Donc du coup, à titre d'exemple, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est on a vu des NDA où l'obligation de sécurisation, il y avait certaines notions très objectives de les fichiers envoyés aux partenaires devront être stockés sur l'environnement local du partenaire, c'est-à-dire qu'il devra le stocker sur son ordinateur comme un fichier dans votre explorateur Windows plutôt que sur une solution cloud. Donc pour prévenir un peu des piratages ou toute perte accidentelle de données, on dit vous le stockez sur votre ordinateur et pas ailleurs. Donc voilà, c'est un exemple pour illustrer un peu les types de mesures, mais vous pouvez aller un peu loin dans cette obligation de sécurisation. Et je fais aussi le lien avec, c'est aussi pour ça que une définition trop large des informations confidentielles, alors tout est confidentiel, ça peut être aussi très contraignant pour les parties si jamais il faut qu'ils prennent des mesures de sécurisation pour chaque petit fichier, chaque petit mail qu'ils reçoivent de votre part. Extrêmement important aussi, c'est l'obligation de non-exploitation et de non-usage. Et ça, vous le retrouvez partout, en tout cas, j'espère, vous le trouvez dans chaque NDA. C'est non seulement votre partenaire, il n'a pas le droit de
parler de vos informations confidentielles ailleurs que pour le projet et ailleurs que pour des gens dont il s'est assuré qu'il y avait un droit de confidentialité qui étendait votre contrat. Mais donc, il n'a pas le droit d'en parler, il doit absolument la sécuriser, mais aussi il n'a pas le droit d'en faire usage pour son bénéfice, sauf dans le cadre du projet, évidemment, où vous travaillez ensemble. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'utiliser votre information pour lancer, lui, sa propre petite activité de son côté. Ça peut paraître évident, mais si on ne parle pas de cette obligation de non-usage, spécifiquement, si on dit juste tu n'en parles pas et tu sécurises l'information, on ne dit pas tu ne l'utilises pas. Donc ça, c'est ultra important dans les NDA. Et il faudrait y faire super attention. Je dirais un cran en dessous en termes de l'importance, c'est une obligation de non-concurrence qui vient généralement compléter cette obligation de non-usage. On va dire, on va vous envoyer des informations stratégiques. Déjà, ne l'utilisez pas à votre profit. Et surtout, on va se dire, de toute façon, le partenaire s'interdit toute concurrence sur la même activité que vous. Donc voilà, ça vient plutôt généralement, les deux ne s'excluent pas entre non-usage et non-concurrence, mais les deux ne sont pas à confondre. Et généralement, la non-concurrence vient compléter la non-exploitation et le non-usage. Il y a aussi certaines obligations de restitution de données, restitution d'informations, de destruction, surtout à l'issue du contrat. Donc, en cas de résiliation, on va dire, si le contrat se termine, et on revient à des contextes où le NDA tient aussi à régler ces situations de résiliation, on va demander aux partenaires de détruire ou de restituer votre information confidentielle pour, encore une fois, ne pas en perdre la maîtrise, ne pas que ces informations soient dans la nature sans qu'il n'y ait plus aucune relation partenariale avec votre partenaire. Je vous en parlais aussi, l'obligation de ne pas mentionner l'existence du partenariat, mais aussi, on va aussi compléter ça par des exceptions et des obligations, c'est-à-dire on va, encore une fois, préciser par la négative quand est-ce que les informations peuvent être divulguées. Et là, il y a plusieurs exemples très classiques. En cas d'obligation légale, par exemple, en vertu d'un jugement, votre partenaire il se retrouve obligé de diffuser certaines de ces informations qui incluraient les vôtres, vos informations confidentielles. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas leur interdire de communiquer à des autorités des informations qui vous concerneraient. Et également, évidemment, en cas d'accord de la partie émettrice, en cas de votre accord, ils peuvent diffuser votre information. Ça, ce n'est que des exemples. Il y a généralement une bonne liste d'informations, de cas où l'information peut être légalement divulguée. Je conclus sur les clauses importantes par la durée du contrat. Et je vais passer un peu moins de temps, mais c'est extrêmement important. L'enjeu de cette clause de durée, c'est de délimiter dans le temps l'application des obligations. Et alors, classiquement, on a une durée initiale de vigueur du contrat, donc à partir de quand et jusqu'à quand le contrat est en vigueur. Cette durée initiale, elle est, vous le comprenez, un peu fonction des nécessités du projet, c'est-à-dire on va dire que le projet va prendre 2 ans à se réaliser, on va faire un NDA qui couvre à la fois la négociation d'un contrat plus global, la durée de ce contrat plus global, mais on va également, et c'est là mon point très important, fixer une durée de survie des obligations de confidentialité pour se prémunir d'un échec de négociation. Donc, quand je dis survie, c'est survie à la fin du contrat, au terme du contrat, il a atteint sa date de résiliation, de terme, mais aussi une survie à la résiliation du contrat. On parlait de prévenir un échec des négociations. Le contrat, le NDA est résilié. On va rajouter une durée après laquelle, une durée qui va étendre les obligations de confidentialité, même après la résiliation du contrat, pour s'assurer que même un partenaire qui finalement ne veut pas travailler avec vous, ou vous qui ne voulez pas finalement travailler avec le partenaire, il sera quand même tenu à toutes ces obligations qu'on a mentionnées après la fin du contrat. Donc ça sécurise encore une fois votre information confidentielle, même en dehors d'une relation, de la poursuite d'une relation partenariale. Du coup, en termes de rédaction, je vous ai mis un exemple, une durée initiale donc à compter de la signature et restera en vigueur pendant 1 an. Ici, j'ai pas vraiment de bonnes pratiques à vous donner, ça dépend encore une fois de votre projet. Ce que j'ai vu, c'est plutôt des contrats qui duraient entre 1 an et 3 ans. Mais après ça, c'est extrêmement fluctuant. Et surtout, cette deuxième phrase, à l'issue du présent accord, l'obligation de confidentialité sur les informations perdurera pour une période de 5 ans après le terme ou la résiliation. Là aussi, la durée de survie de ces obligations, c'est généralement entre 3 et 5 ans. À titre d'exemple, des NDA
qui portent sur des technologies potentiellement militaires sont de 8 ans maximum. Donc, vous pourriez être tenté de mettre une durée extrêmement forte pour vous dire que vous serez bien protégé pendant très longtemps. Il y a aussi des clauses qui peuvent être mises, j'en ai vu, sur effectivement, à l'issue du présent accord, les obligations perdurent pendant une durée de 5 ans, après le terme ou la résiliation, et par exception, toutes les informations qui portent sur le code source vont perdurer jusqu'à ce que le code source soit dans le domaine public, c'est-à-dire diffusé au public. Et ça, c'est quand même assez fort. Mais voilà, il y a une certaine granularité à avoir. Vous pouvez tenter de mettre une durée extrêmement longue. Gardez en tête qu'on est quand même dans un contexte de startup où l'information devient désuète assez rapidement. Donc, il faut rester flexible. Si vous mettez 8 ans de durée post-contractuelle, ça peut juste être un point de négociation difficile. Voilà, faut aussi rester flexible. Maintenant que vous avez fait le tour, il nous reste 12 minutes. Je vous ai fait le tour, et ça tombe bien parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il me reste pas beaucoup de choses à vous montrer finalement. J'ai fait le tour à vous des clauses importantes. Je surveille les Q&A. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Ce que je vais faire avec vous, c'est de vous montrer un peu comment ça se passe sur SeedLegals pour générer un NDA. Spoiler, ça se passe très bien. Donc, assez rapidement, on va aller sur seedlegals.com/fr pour accéder au site de SeedLegals. On va créer un compte ou se connecter. Moi, je vais me connecter. On va aller, donc là, c'est là toutes les sociétés. Moi, j'ai beaucoup de sociétés test, évidemment. On va aller sur la société qui m'intéresse. Et donc, bon, vous voyez, à titre d'exemple, je prêche ma paroisse, mais on a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la plateforme. On peut gérer une page pitch qu'on peut utiliser pour envoyer des investisseurs ou même pour présenter l'activité à des partenaires. On a une page de levée de fonds. Alors, excusez-moi, mon navigateur est en anglais, mais c'est évidemment disponible en français. On a une page levée de fonds qui va nous permettre d'émettre des BSAR ou de faire des levées de fonds. Une page où on va pouvoir gérer notre cap table de manière extrêmement simple et visuelle. Ce qui nous intéresse, et je vais y aller tout de suite, c'est plutôt la page accord. Alors, excusez-moi, je vais essayer de faire ça extrêmement rapidement. Langage. Est-ce que si j'actualise? Très bien. Parfait. Donc, on va pouvoir cliquer sur Nouveau contrat. On va sélectionner l'accord de confidentialité. Alors, petite astuce, c'est que là, on va vous demander de sélectionner votre destinataire, donc la partie avec laquelle vous voulez co-contracter. Si jamais cette personne est une société, vous pouvez simplement sélectionner la représentante de cette société ou le représentant, évidemment, celui qui va signer au nom de la société. Et après, vous pouvez rentrer les informations de la société. Donc là, il détecte que j'ai déjà un NDA qui est en cours de génération avec cette personne. Je vais le reprendre, comme ça, j'ai pas à tout retaper. Mais juste pour vous montrer les questions qu'on pose, et c'est extrêmement rapide, dans le sens où déjà on vous demande est-ce que votre partenaire est une société, si oui, quelle est la domination légale, donc quel est le nom de la société, son adresse, son numéro sirène. Point barre. Vous l'avez vu dans la présentation des parties, on va juste mettre le nom, les informations de la société, représentées par la personne que je viens de sélectionner. Je passe rapidement. Si on avait dit que c'était une personne physique, on aurait demandé l'adresse, on aurait rentré l'adresse de Madame Bonin et ça aurait été présenté dans les parties. On va rester sur une société. Là, comme je vous disais, ça va beaucoup dépendre de vous, c'est la définition du projet. Donc encore une fois, c'est extrêmement utile d'avoir une définition claire, un contour clair de votre projet. Et pour servir encore une fois cette définition d'information confidentielle. Vous pouvez ensuite sélectionner la durée de l'accord de confidentialité. Donc, comme je vous disais, on a deux questions. Quelle est la durée initiale du NDA? Quelle est la durée post-résiliation de survie des obligations de confidentialité? On peut aussi, dans éléments supplémentaires, ajouter n'importe quoi. Alors, vous verrez que la définition de l'information confidentielle qu'on a choisi d'utiliser dans ce contrat-là, elle est assez large, mais dans le sens, elle est assez large où toutes les informations sont couvertes. On a rajouté des éléments objectifs, comme je vous disais, de marquage, à titre d'exemple. On a rajouté aussi la définition négative. Donc, finalement, on a suivi ce que je viens de vous présenter. Là, ça peut être particulièrement utile de rajouter une liste précise
qui ne serait pas exclusive de la définition d'information confidentielle, mais qui viendrait la compléter, la préciser. Si jamais vous avez déjà une liste d'informations que vous avez en tête, vous savez que vous voulez absolument que ça soit couvert par l'accord, vous pouvez la rajouter et ça va créer un article supplémentaire qui va venir préciser ces définitions. Et la langue, alors la langue, c'est on peut créer une annexe en anglais du NDA pour que n'importe lequel de vos partenaires puisse le comprendre. On va juste cliquer sur fait. Et donc là, vous avez votre contrat qui est généré. Et si on le regarde juste dans ces grandes lignes, pour illustrer un peu mes propos précédemment, donc on a une définition des parties. On a un préambule rapide qui rappelle que les informations échangées sont en relation avec le projet tel qu'il est défini, que dans le cadre de ce projet, les parties vont être amenées à échanger certaines informations qui seront confidentielles. Et là, on va retrouver un peu ce que je vous ai présenté. La définition des informations confidentielles, qui est une information de toute nature, en ce compris mais sans se limiter, le fait qu'il y ait des discussions, l'existence et les termes de cet accord, donc comme je vous disais, de garder cet accord secret, toute information qui serait raisonnablement considérée comme confidentielle. Donc là, on va y apporter encore plus d'objectivité à cette définition en donnant des exemples extrêmement concrets de qu'est-ce qui pourrait être considéré comme confidentiel, donc activité, affaires, clients, fournisseurs, plan, intention, opportunité de marché à la partie qui divulgue, donc qui envoie de l'information. Donc là, ce serait vous, ce serait votre société. Dans mon cas, c'est les Jardins de Charlotte, ma société. Je remonte. Mais aussi opérations, processus, informations sur les produits, etc. Donc on vient aussi rajouter des petits exemples et des informations des éléments objectifs pour caractériser une information confidentielle. Toute information ou analyse dérivée des informations confidentielles, donc ça va aussi couvrir l'ingénierie, la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'ils prennent un produit et votre partenaire va rétro-ingénierer, c'est-à-dire va déconstruire votre produit pour voir comment vous l'avez créé. Donc ça, ce processus et les apprentissages qui vont tirer de ça, ça va aussi être couvert par l'accord de confidentialité. On pourrait parler 3 heures, ne serait-ce que de ça, je ne vais pas m'y attarder. Et on va rajouter une objectivation avec une déclaration expresse comme étant confidentielle par la partie des documents qu'elle souhaite garder confidentiels. Voilà, je vous parlais des représentants, donc qui sont employés, mandataires, dirigeants, consultants, conseils, du destinataire, donc c'est qui reçoit l'information. Je vois qu'il nous reste 6 minutes, donc j'accélère un petit peu. Je voulais juste illustrer avec vous que vous retrouverez sur SeedLegals les best practices en fait finalement de ce qu'on a pu voir dans une carrière de juriste. Nous à SeedLegals, sur notre équipe française, il y a 50% de juristes, juristes et avocats, 50% de fondateurs. Où on a fait un mix de tous nos apprentissages, toutes nos connaissances pour faire sur le NDA, mais comme sur toute notre documentation, le meilleur du panier, on va dire. Obligation de confidentialité, donc ils doivent garder les informations confidentielles, sauf accord écrit préalable de la partie qui envoie les informations. On a une interdiction d'usage de cette information, de ne pas utiliser ou exploiter les informations confidentielles, sauf dans le cas du projet. Évidemment, une obligation de confidentialité, une interdiction de copie, une interdiction de reproduction. En fait, ça, c'est plutôt une clause de sécurisation de la donnée. Encore une fois, appliquer aux informations confidentielles les mêmes mesures de sécurité que le destinataire apporterait à ces informations. Une autorisation de divulgation des informations confidentielles à ceux de ses représentants qui ont besoin de connaître, à certaines conditions, qu'il informe à ses salariés qu'il y a bien un NDA sur ces informations qui sont bien couvertes, etc. Je vais m'arrêter là. Effectivement, on a un peu tout ce dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qui est possible, les exceptions à la confidentialité, qu'est-ce qui se passe à la fin du contrat, le retour des informations. Effectivement, c'est assez classique, mais on va préciser que le fait pour vous d'envoyer de l'information confidentielle n'engage en aucun cas un transfert, une cession de propriété sur votre information. Une information, c'est pas forcément toujours un droit de propriété, donc il faut faire attention à ce genre de clause, ça vous couvre pas tout le temps, mais il y a quand même classiquement un paragraphe là-dessus. La cession, là, c'est aussi intéressant. On dit que ce contrat, il est intuitif personae. Si vous décidez d'envoyer vos informations confidentielles à ce partenaire précisément, vous voulez aussi encadrer le fait qu'il ne puisse pas céder ce contrat-là à n'importe qui. Parce que vous voulez envoyer cette information parce que le partenaire
et votre partenaire et la personne que vous avez identifiée comme celle avec qui vous voulez travailler. Donc ça, cette clause lui empêche de vendre le contrat à n'importe qui sans votre accord. Donc ça, encore une fois, vous gardez une maîtrise de la circulation de votre information. Une durée, donc une durée initiale, une durée post-contractuelle, je n'en fais pas beaucoup plus, il est 57. Moi, je vous invite à aller sur la plateforme Seedlegal. Vous avez une période d'essai qui est assez intéressante pour essayer de voir si ce contrat vous satisferait. Il est fait pour satisfaire au plus de gens possible, donc j'ai toute confiance. Et moi, je pourrais me porter personnellement garant, même si c'est facile de dire ça, parce que juridiquement, c'est pas très facile à faire jouer, personnellement garant de la qualité de ce produit et de ce contrat. Il est 58. Je regarde vos questions. On a une question d'Anthony. Oui, alors Anthony me demande si la durée de confidentialité doit être de 3 ans, 4 ans. Est-ce que cette durée peut être jugée trop courte ou à l'inverse, est-ce que 10 ans peut sembler très longue? Oui, alors effectivement, moi j'ai toujours été fan des durées de 3 ans. Je trouve que, en fait, alors la durée initiale, encore une fois, va dépendre du projet. Si c'est un projet de discussion ou genre d'études stratégiques je sais pas, sur un plan de sortie d'un produit, ça peut forcément prendre 6 mois, 1 mois, comme 3 ans, 4 ans. Donc la durée initiale, ça va vraiment surtout dépendre de, OK, combien vous envisagez de rester partenaire avec cette personne, donc combien vous envisagez finalement de temps va prendre le projet. 10 ans, effectivement, c'est très long. Si on parle de la durée de la confidentialité post-résiliation ou post-terme, c'est-à-dire qu'après le terme du contrat, là, effectivement, ça dépend pas forcément de la vie du projet, ça dépend surtout de la valeur que vous accordez à votre information et combien de temps vous voulez, peu importe ce qui se passe. Partez du principe que ça va être au moment de la résiliation, enfin, partez de la résiliation comme votre élément de réflexion en premier, c'est OK, si dans 2 semaines, mon partenaire a reçu toutes mes informations et résilie le contrat, euh, combien de temps je veux qu'il n'ait pas le droit d'utiliser quand même cette information? Et donc là, les durées classiques, c'est plutôt la valeur, la valeur que vous donnez à votre information. C'est combien de temps, pour moi, mon projet, il faut que cette information reste confidentielle pour moi me permettre d'accomplir mes objectifs sans être embêté par la divulgation de cette information-là. Et donc là, effectivement, la pratique, c'est plutôt entre 3 et 5 ans. Donc durée initiale, très fluctuante, ça peut être très court, ça peut être plus long. Durée post-contractuelle, c'est généralement 3 à 5 ans. Et encore une fois, ça dépend de la valeur que vous donnez à votre projet. Je vous donne le temps de taper une dernière question si vous en avez. Ah voilà, parfait. Merci Anthony, content d'avoir répondu à votre question. Si vous avez une autre question, c'est le moment de la taper. En tout cas, moi j'ai été ravi de faire ça avec vous. Je suis désolé, j'ai dû aller extrêmement vite parfois. Si vous avez la moindre question, vous pouvez aller voir mon LinkedIn. Je réponds au nom qui est ici. Je répondrai avec grand plaisir. Et, et voilà, si vous n'avez pas de questions, je vois qu'il est midi. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt sur Seedlegal. Encore une fois, on est à votre totale disposition, que ce soit sur le site ou moi sur LinkedIn pour répondre à toutes vos questions. Merci encore de votre attention. Au revoir.